Bienvenue à cette émission de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, cette visite de 3 délégations autochtones qui se sont rendues au Vatican pour demander au pape François des excuses officielles de l'Église catholique pour son rôle joué dans les pensionnats au Canada. J'ai retrouvé à Rome Mandy Goldmasty, qui est la grande chef du Grand Conseil des Cris du Québec. Bonsoir, Madame Goldmasty. Bonsoir. Vous avez donc participé à cette rencontre au Vatican avec le pape plus tôt aujourd'hui. On vient de vous entendre. Vous aviez l'air ému à la sortie de cette réunion. Racontez-nous comment ça s'est passé aujourd'hui. Merci pour la question en premier. Je trouve que la délégation était bien préparée. On a travaillé tellement fort sur notre message. Aussi, on était accompagnés par des aînés. On a eu beaucoup de direction de notre aviseur spirituel. Dans la rencontre avec le peuple, c'était seulement les délégats qui sont passés dans la chambre avec lui et aussi des représentants du conférence canadienne de Catholic Bishops. On a tous présenté chacun notre message. Il y avait 4 thèmes dans le message. Un thème en premier de la vérité et réconciliation. Aussi, on a parlé des tombes qui ont été trouvés au Canada. Aussi, on a parlé de la guérison et on a aussi parlé de notre futur ensemble, comment on peut travailler ensemble entre les nations autochtones et l'Église catholique. Oui. On sait que lundi, lors de la première rencontre avec les représentants des Métis et des Inuits, le pape François s'est placé en mode écoute, s'est montré réceptif aux témoignages qu'on lui a présentés. Est-ce que le pape a fait preuve d'ouverture encore aujourd'hui, vous diriez? Oui, le message qui était présenté par le pape après, il a parlé en italien. C'était traduit par quelqu'un qui était avec lui en anglais. Il a déposé un message que moi, je trouvais vraiment ouvert. Il a remarqué qu'on est venu ensemble avec une grosse esprit de communauté. Aussi, il a dit qu'il remarquait beaucoup qu'on avait beaucoup de fierté pour notre culture, la spiritualité et notre passion pour l'environnement. Il a parlé aussi qu'il voyait que dans le passé, on a rencontré beaucoup de réjections ethniques, religieuses, de discrimination. Il a parlé un peu du colonization aussi et comment que ça laissait une grosse tâche sur le peuple autochtone. Il a dit que ce soir, il va rentrer en prière et méditation pour réfléchir sur son message demain. Bon. Mais moi, je trouvais qu'il était vraiment ouvert. Oui, parce que justement, le but ultime de ces rencontres avec le pape pour les peuples autochtones, c'est de recevoir des excuses officielles de l'Église catholique pour son rôle, dans la majorité des pensionnats autochtones au Canada. Le pape va donc vous rencontrer justement les représentants, en fait, des 3 délégations demain, vendredi, lors d'une audience générale. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre de vendredi? J'espère en premier qu'il va dire qu'il va livrer une excuse en personne au Canada, de vraiment parler comment qu'il voit ce voyage passer, où il va y aller. Pour moi, c'est très important qu'il rencontre pas seulement les Premières Nations, mais aussi les autres nations, les nations métiers, les Inuits. On a chacun eu une expérience dans ces écoles et je trouve que c'est très important qu'il prenne le temps avec chaque de les 3 nations qui sont présentées ici en Rome. Oui, parce que, un des participants à ces rencontres avec le pape cette semaine, c'est Phil Fontaine, ex-chef national de l'Assemblée des Premières Nations, lui-même survivant des pensionnats autochtones. Il a suggéré que ces excuses officielles du pape soient présentées à Winnipeg. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous que ces excuses se déroulent en sol canadien. On a eu plusieurs recommandations du délégation. Pour Phil, je pense que c'était très important qu'il ait dit Winnipeg. Moi, je démontre un grand sport pour chef Cookpie Roseanne Casimir. J'aimerais voir le pape rentrer dans le territoire de Kamloops, un territoire autochtone, et notamment la place où on a, pour la première fois au Canada, eu le rapport des enfants qui ont été trouvés. Il y avait plusieurs autres places qui ont été recommandées.
Mais moi, je trouve que c'est important qu'ils rentrent dans le territoire autochtone, le territoire métis et aussi le territoire inuit. Oui. Est-ce que c'est une majorité des survivants des pensionnats autochtones qui est prête à recevoir les excuses de l'Église catholique? Je dirais que c'est quelque chose de tellement dur. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont prêts pour ça. Il y a aussi des personnes qui disent que pour eux autres, c'est pas un processus qui veut rentrer dedans. C'est quelque chose de dur. Quand tu veux avoir de la guérissance, ça commence vraiment de faire, de savoir et de dire que vous êtes fâché contre quelque chose que tu as convaincu. Je comprends qu'il y a des réactions comme ça. Je trouve que c'est complètement approprié. Ouais. Mais aussi, je trouve que c'est vraiment important de dire que on a une ouverture pour travailler avec l'Église. On est là pour recevoir le pape pour une excuse, mais aussi on est là pour vraiment réfléchir, ça va être quoi la future entre les personnes autochtones et l'Église catholique. Oui. Parmi les autres demandes cette semaine, il y a aussi celle d'avoir accès aux archives de l'Église catholique pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans les pensionnats. Vous avez parlé aujourd'hui de l'importance de découvrir d'ailleurs toute la vérité. Est-ce qu'il y a eu du progrès en ce sens cette semaine? Et expliquez-nous pourquoi vous tenez tant à mettre la main sur ces archives de l'Église catholique. Pour nous autres, il y a plusieurs enfants qui se sont fait trouver dans des tombes. On n'a pas toujours des informations c'est qui. On n'a pas toujours des informations pourquoi quelqu'un n'a pas retourné de l'école. Et aussi, on a de temps en temps aussi des informations sur des personnes qui sont sauvées de l'école et nous ne savons pas où ils sont passés. C'est pour ça que je trouve qu'avoir l'accès complètement aux archives de l'Église catholique est une des grandes choses qui va démontrer une ouverture de leur part de travailler avec nous autres pour découvrir la vérité de ce qui s'est passé dans ces écoles. Oui, c'est ça. Ça permettrait effectivement de mieux comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, ces rencontres cette semaine avec le pape, ça s'inscrit dans un processus qu'on veut de guérison des nombreux traumatismes vécus par les Autochtones dans les pensionnats. Vous en avez parlé d'ailleurs en conférence de presse de ces traumatismes. Avez-vous le sentiment que ces rencontres historiques cette semaine, ça va permettre de passer à une autre étape dans la guérison? J'espère tellement que oui. On a fait tout notre travail. On a déposé un message très clair, très fort. Et je trouve la plupart du travail en avançant ce dossier reste avec l'Église catholique et le pape aussi. Oui, on vous souhaite donc que ce processus de guérison se poursuive ou s'entame, dépendamment des personnes touchées. Mandigal Masti, je rappelle que vous êtes grande chef du Grand Conseil d'écrit du Québec. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de séjour à Rome. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Monsieur le Président, le gouvernement a annoncé des mesures hier pour accélérer le traitement des dossiers de réfugiés ukrainiens. Ça répond en partie aux demandes du Bloc québécois, mais il y a l'éléphant dans la pièce. Il manque la mesure la plus importante, les avions. Même si les annonces réglaient d'un coup de baguette les 60 000 demandes, les réfugiés vont rapidement être déçus en voyant qu'ils se battent pour la même poignée de place sur des vols Pologne-Canada à 1 000 $ minimum. Ultimement, Monsieur le Président, ce dont les familles ont besoin, c'est pas d'être approuvées par le Canada, c'est d'arriver au Canada. À quand une passerelle aérienne? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, écoutez, encore une fois, j'aimerais remercier mon collègue pour sa question, puis cette collaboration depuis le tout début de la crise, cette guerre en Ukraine. Écoutez, Monsieur le Président, on travaille avec tous nos partenaires, incluant les compagnies aériennes. Ce qu'on a fait récemment est tel qu'annoncé. On a assoupli les mesures biométriques pour permettre à 3 cohortes d'arriver plus vite au Canada. Monsieur le Président, on va être là pour les Ukrainiens avant et après. Merci. Le Bloc québécois est revenu à la charge pour demander au gouvernement Trudeau d'en faire plus pour faciliter l'accueil des réfugiés ukrainiens en sol canadien. Le Bloc propose entre autres de créer une passerelle humanitaire aérienne entre l'Ukraine et le Canada. J'en ai discuté avec Michael Schweck, président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Bonsoir, M. Schweck. Bonsoir.
On sait que près de 60 000 Ukrainiens tentent actuellement de rejoindre le Canada, mais ils se heurtent vraiment à toutes sortes d'embûches administratives. Racontez-nous quels sont les défis des réfugiés ukrainiens qui veulent venir ici. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Probablement, il y a beaucoup de défis dans un premier temps. Un des plus gros défis, c'est que la grande majorité, si pas toutes, c'est des mères qui se trouvent avec des enfants sans mari. Parce que, comme vous savez, tous les hommes de 18 à 60 ans... Oui, ils doivent rester là-bas. C'est ça. Alors, c'est un des plus gros défis. Il faut qu'elle essaye de décortiquer tout le processus pour venir au Canada elle-même. Alors, déjà, c'est un grand défi. Le défi après ça, c'est un peu de connaître tous les détails versus l'immigration au Canada, d'avoir les bonnes informations et par la suite faire sa décision si vraiment elle est pour venir au Canada. Par la suite, c'est encore plus de défis. C'est comment jumeler avec quelqu'un qui offre peut-être un hébergement. Comment être capable de vraiment s'installer, si c'est avec l'enfant, garderie, école, emploi éventuellement, et les services dans la santé publique. C'est tous des gros défis, des inconnus pour elle. Alors, on essaie de travailler sur tous ces fronts. Oui, donc on le voit, comme vous dites, tous ces fronts, il y a vraiment plusieurs embûches. Je veux revenir avec vous sur cette demande du Bloc québécois à la Chambre des communes, celle d'établir une passerelle humanitaire aérienne entre les deux pays. Le Bloc propose de noliser des avions pour amener le plus de réfugiés possible au Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? C'est une bonne chose parce que le Canada a beaucoup à offrir, mais c'est difficile à s'y rendre. Alors, c'est déjà le premier défi. C'est si une mère, exemple, se trouve avec ses deux enfants en Pologne, elle doit se procurer elle-même, payer ses billets d'avion. Alors, c'est déjà un obstacle. Alors, si le gouvernement est en mesure d'aider à ce niveau, déjà, ça débloque beaucoup pour elle. Oui, revenons sur toutes les embûches administratives dont vous nous parliez il y a un instant. Après plusieurs pressions de l'opposition à Ottawa, le gouvernement Trudeau a finalement levé l'obligation pour plusieurs catégories de ressortissants ukrainiens de fournir ce qu'on appelle des données biométriques. Expliquez-nous qu'est-ce que ça va changer. Est-ce que ça va changer quelque chose et est-ce que ça va accélérer les processus? On pense que oui, parce qu'il y a un certain segment de la population qui n'auront plus à fournir ce genre d'informations. Alors, pour eux autres, ça va définitivement débloquer beaucoup le processus. Il en reste quand même qui devront en fournir ce genre d'informations. Pour eux autres, ça ne change rien, mais pour ceux ça vient d'alléger un peu le blocage. Parce que vous parlez justement de certains segments de la population. Le changement s'applique seulement, il faut le préciser, pour les jeunes de 14 à 17 ans, les personnes de 60 ans et plus, et ceux dont le visa est déjà approuvé. Est-ce que vous auriez justement que ça s'applique à tous les réfugiés ukrainiens qui veulent venir au Canada? Est-ce que ça aurait été préférable? En principe, oui, mais écoutez, les autorités connaissent mieux le processus que nous et puis il faut quand même avoir un certain niveau de prudence et mettre des mesures en place pour protéger non seulement la personne qui va voyager, mais la population canadienne aussi. Ouais. Alors, on est content avec tout ce qui peut se faire et on a confiance que les autorités, là où ils peuvent, ils vont vraiment faire ce qu'ils peuvent pour alléger le blocage un peu avec les processus. Selon les partis d'opposition ici aux communes, il y a plusieurs Ukrainiens qui fuient l'invasion russe, qui trouvent vraiment le processus de demande de visa au Canada trop complexe, trop stressant. Il semble que le questionnaire d'immigration au Canada est trop détaillé et trop long à remplir. Vous nous en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est justement ce que vous constatez de votre côté? Ce qu'on entend, je ne l'ai pas vu moi-même, mais ce qu'on entend, oui, c'est encore assez lourd pour remplir, surtout si la personne est sous le stress. C'est une zone de guerre encore, alors ça peut engendrer des émotions et puis ça peut juste compliquer pour certains le processus. Ouais. On aimerait encore une autre fois alléger
le système, mais on a confiance que le gouvernement va le faire s'il aurait lieu. Bien, justement, dites-nous, parce que ça fait maintenant 5 semaines que les Ukrainiens sont sous le coup de bombardements, d'attaques. Qu'est-ce que le gouvernement canadien pourrait faire de plus pour faciliter l'arrivée des réfugiés au Canada? Qu'est-ce que vous suggérez à cet égard? C'est juste d'alléger le système de demande de visa, je pense, dans un premier temps, et aussi d'aider avec le voyagement. Alors, envoyer des avions pour ramener ce bon monde au Canada. Parce que pour le moment, c'est à leur compte et c'est à eux de se débrouiller pour trouver le chemin au Canada. Oui. En terminant, M. Chouak, les pourparlers avec la Russie n'ont pas donné grand-chose. On le sait, les bombardements se sont poursuivis encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, vous, à une solution diplomatique à ce conflit? C'est difficile à dire parce que la Russie, jusqu'à date, c'est pas une nouvelle guerre. La guerre a commencé en 2014. C'est la 8e année de la guerre. Et puis la diplomatie, pour que ça soit une bonne diplomatie, il faut que ça soit une diplomatie en bonne foi. Et puis jusqu'à date, la diplomatie par la Russie ne semble pas être en bonne foi. Alors, on espère toujours, on aimerait le voir. Il n'y a personne qui veut de guerre, surtout pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas provoqué la Russie du tout. Alors, il faut vraiment comprendre la motivation de la Russie. Et puis, si tu es motivé à attaquer ton voisin sans provocation, on ne comprend pas, on a l'espoir que la diplomatie va fonctionner, toujours. C'est sûr, une route diplomatique, c'est ça qu'on veut, mais c'est à voir. Oui. Je le disais, ça fait donc 5 semaines que ça dure. Parlez-nous, M. Chouak, de l'état d'esprit, du moral des gens de la communauté ukrainienne au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On en est où? Alors, la communauté, on est bien organisé et puis on se tient ensemble. Alors, en termes de morale, le moral est extrêmement bon, positif. On se prépare pour la venue des réfugiés, ou on les appellera pas les réfugiés nécessairement, mais de ce bon monde. Et on se mobilise en conséquence pour se préparer. La morale versus ce qui se passe en Ukraine, tout le monde est inquiet. Tout le monde a de la famille. On voit les vidéos, les films qui sortent de là. Les civils se font tuer. C'est inacceptable. Tout le monde a des connaissances dans ce pays. La communauté est vraiment inquiète à ce niveau-là. Et on espère que ça va se terminer. Mais on est fort. On est fort, c'est pas la première fois que la communauté passe à travers. Ça fait 100 ans. La Première Guerre mondiale, après ça, le génocide qui a été commis envers les Ukrainiens dans les années 30, la Deuxième Guerre mondiale, on a survécu et puis c'est sûr, ça prend une communauté forte et on est très bien encadré comme communauté et on peut offrir cet encadrement aux nouveaux arrivés. On imagine donc des moments très difficiles pour les membres de votre communauté. Michael Chouak, je rappelle que vous êtes président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci beaucoup de l'opportunité. Bonne fin de journée. Au revoir. En fait, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a finalement annoncé qu'elle va présenter son budget jeudi prochain, le 7 avril. Avec notre panel de journalistes, on analyse les attentes face à ce budget. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, toutes sortes de sujets, évidemment, lutte à l'inflation, lutte au déficit, augmentation des dépenses militaires. Je vais vous demander d'abord, d'entrée de jeu à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous allez surveiller plus particulièrement jeudi prochain? Je vais commencer avec Catherine. Ben en fait, moi, ce que je vais surveiller, c'est qu'est-ce qui sera sacrifié, en fait, parce qu'on sait que la demande de dépenses est très, très longue. Hein. Vous l'avez dit, il y a cette entente avec le NPD, il y a cette entente, en fait, il y a ces attentes plutôt de l'OTAN en matière de défense. Alors, vraiment, il y a eu beaucoup d'imprévus récemment envers Madame Freeland, vraiment, a dû réécrire son budget, j'imagine, à la dernière minute pour ajouter toutes ces choses. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup
de promesses finalement là, qui doivent être dans ce budget, notamment en matière d'habitation. Donc, je vais surveiller en fait qu'est-ce qui ne sera pas dans ce budget ou qu'est-ce qui va être peut-être là, remis à plus tard parce que pour éviter là, que le déficit soit trop grand. Ouais, Althia, vous vous attendez à quoi de votre côté? Je dirais que je vais surveiller, voir si le ratio de dette au PIB continue à baisser, que c'était l'indicateur que le gouvernement libéral nous avait donné dès 2015, quand ils sont sortis avec leur premier budget en 2016, pour nous dire qu'ils allaient agir de manière responsable à ce qui a trait aux finances de la nation. Alors ça, je vais regarder ça aussi. J'imagine que ça a été un exercice assez difficile pour Mme Freeland. C'est quand même, les choses changent beaucoup. Oui. L'inflation, les revenus dans l'Ouest aussi, tu sais. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je sais pas trop qu'est-ce qui va pas être là, mais je me demande comment elle va pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans le panier dans son budget. Oui, c'est ça, exactement, parce que, bon, la priorité des Canadiens en cette période inflationniste, c'est l'augmentation du coût de la vie. Joël Denis, je viens à vous. Avez-vous entendu des choses en coulisses de votre côté? Qu'est-ce que vos sources vous disent à propos de ce budget jeudi? Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait la taxe sur la banque, sur les banques, les profits des banques qui avaient été annoncés en campagne électorale, le 3%. Le gouvernement a besoin de revenus. C'est clairement, oui, il y aura plus de revenus parce que l'inflation est plus importante. Les revenus sont plus importants aussi grâce à la hausse du prix du pétrole. Mais je vous dirais, Esther, la chose suivante. Je pense que ce sera le budget le plus difficile à préparer des 30 dernières années en raison des événements que l'on connaît. La guerre en Ukraine, l'inflation galopante, les demandes des provinces, les demandes du NPD. Comment concilier tout ça et la hausse des dépenses militaires? Donc, il y a beaucoup de pression de part et d'autre. Et Mme Freeland sera-t-elle en mesure de dire non à beaucoup de monde? Je l'ignore. Ce qu'il faudra surveiller, évidemment, en plus des dépenses militaires, je pense, c'est l'ampleur du déficit. On a prévu une baisse du déficit. Je pense que ça devrait atteindre pas plus que 154 milliards, ce qui est déjà beaucoup lors du présent exercice financier. Est-ce que ça a rapport à la hausse? Est-ce que c'est stabilisé? Est-ce que ça a rapport en baisse? Ce sera un exercice très, très difficile. Aussi difficile, j'oserais même dire, que le budget de 95 préparé par Paul Martin, où on a entrepris une difficile lutte au déficit. Je pense que ce sera la même ampleur, ce déficit préparé par Chrystia Freeland. Oui. Catherine, je veux revenir plus précisément sur les demandes du NPD, justement. Qu'est-ce qui doit absolument se retrouver dans ce budget pour satisfaire le NPD? Les soins dentaires. Les soins dentaires, absolument. Ça, c'était très clair, en fait, dans l'entente. En fait, c'était d'ailleurs la proposition la plus détaillée. Hein. Donc, on le sait, à partir de cette année, donc les soins dentaires seront accessibles aux enfants de moins de 12 ans. L'année prochaine, ce serait aux enfants, en fait, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Et en 2025, finalement, ce serait toutes les personnes à faible revenu. Donc, finalement, c'est, disons, la promesse là, que je m'attends à voir dans ce budget-ci. Et évidemment, bon, il y a aussi là cette promesse là en matière de logement pour reconvertir d'anciens immeubles en logements abordables. Ça, c'était déjà un programme là, qui était là, qui était présent, et puis le NPD a demandé à ce qu'il soit prolongé d'une année de plus. La promesse, en fait, qui n'est pas tout à fait détaillée, et je m'attends pas à avoir trop de détails là-dessus, c'est l'assurance médicaments. Ça, c'était, disons que c'est un projet peut-être à plus long terme. Je pense que d'ici 2025, on verra si ça va réellement se réaliser. Mais je pense que vraiment, c'est plus un vœu pieux plutôt qu'une promesse là, qui sera réellement réalisée. Althia, bon, on a entendu un peu plus tôt le chef du Bloc québécois qui a fait ses demandes pour voter pour le budget aujourd'hui. Le Bloc demande encore et toujours évidemment l'augmentation des transferts en santé pour les provinces. Mais dans les faits, avec l'Alliance libéraux-néo-démocrates, qu'est-ce qui reste au Bloc comme pouvoir de négociation pour obtenir finalement ces transferts en santé? C'est une très bonne question parce qu'on pourrait dire pas beaucoup, franchement. Le gouvernement libéral a offert aux provinces un 2 milliards de dollars pour les services en santé. C'est pas la promesse qu'ils avaient fait de renégocier les transferts en santé avec les provinces, mais je pense que ça va se faire pour le Bloc. C'est plus qu'un pouvoir tellement de négociation, mais les choses qui vont pouvoir être vues au Québec comme un affront, si on veut. Alors, ils vont quand même donner des gains au Bloc sur des motions d'opposition, des choses comme ça. Mais en termes de pouvoir de négociation dans le budget, depuis que le NPD est en accord avec le gouvernement libéral jusqu'en 2025, il n'y en a pas.
Oui, parce que Joël Denis, on sait que le Bloc demande d'augmenter de 22 à 35 les transferts en santé aux provinces. Vous vous attendez à quoi jeudi relativement aux transferts en santé? Peu de mouvement parce qu'il faut que ça fasse l'objet de négociations entre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, Esther, que cette semaine, les premiers ministres des provinces ont lancé une campagne de sensibilisation le jour même où Chrystia Freeland annonçait la date du budget. Et dans cette campagne de sensibilisation visant les Canadiens, on voulait souligner à nouveau l'urgent besoin d'augmenter les transferts en santé en raison de l'état du système actuel qui a été rudement mis à épreuve durant la pandémie. Donc, je ne crois pas qu'on va donner suite aux demandes des provinces de l'ampleur que souhaite le Bloc, par exemple, le Bloc québécois ou encore les provinces. Ça va se faire dans le cadre de négociations futures, une fois que la pandémie serait terminée, mais il semble que la pandémie connaît toujours de nouvelles vagues, donc c'est repoussé un peu toujours à plus tard, cette fameuse négociation entre M. Trudeau et les provinces. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit présentement. Sur la lutte au déficit, maintenant, le temps file, il faut aller un peu plus vite. On a le sentiment que le gouvernement Trudeau n'a jamais autant dépensé. Juste au cours des 2 dernières semaines seulement, 10 milliards pour les garderies en Ontario, 9 milliards pour réduire les gaz à effet de serre, 2 milliards pour les provinces pour réduire leur liste d'attente en chirurgie. C'est sans compter, évidemment, tout ce qui a été dépensé pendant la pandémie. Catherine, est-ce que le gouvernement Trudeau a abandonné l'objectif du retour à l'équilibre budgétaire dans un avenir rapproché? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Oui. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est très clair. Je pense que, à la défense de Mme Freeland, je pense qu'elle s'attendait à ce que ce budget-ci soit un budget peut-être pour, prouver, qu'elle peut qu'on peut éventuellement aspirer à l'équilibre budgétaire ou du moins à un déficit qui n'est pas trop élevé. Mais là, évidemment, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, la guerre en Ukraine et nos dépenses en défense qui doivent augmenter, mais aussi là, cette entente avec le NPD, visiblement, tout ça a été jeté par la fenêtre. Donc, je pense que vraiment, autant que l'héritage de Stephen Harper a été de diminuer la taille du gouvernement, autant que chez les libéraux, on revient un peu finalement à la case départ. On augmente la grosseur du gouvernement. Le gouvernement est omniprésent et surtout le gouvernement est en train de mettre en œuvre, le gouvernement fédéral est en train de mettre en œuvre des promesses sociales auxquelles les provinces là, ne veulent pas nécessairement s'attaquer. Qu'on pense aux garderies, qu'on pense aux soins dentaires. Donc vraiment, un gouvernement plus gros et des déficits plus gros, je pense que c'est ce à quoi on s'attend. Et voilà, on peut voir avec les taux d'intérêt qui vont augmenter que ça peut être peut-être un peu inquiétant de ce côté-là. Althia, jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau a un défi, je dirais, de crédibilité en matière de contrôle des finances publiques, selon vous? Bien, je pense en partie que la pandémie, elle a changé la donne, dans le sens que les gens sont maintenant habitués à avoir des vraiment gros déficits, des déficits qu'on n'aurait pas pensé il y a 2-3 ans avant. Ça nous choque moins d'entendre qu'il y a 9 milliards de dollars qui vont être dépensés pour lutter contre les changements climatiques. Depuis la pandémie, je pense que ça a changé un petit peu. Le problème pour le Parti libéral, franchement, c'est que ils avaient déjà, même avant la pandémie, des déficits structurels. Puis maintenant, on ajoute à votre liste, là, on peut aussi compter les F-35. On n'a pas eu le coût total pour cette facture. Il y a beaucoup de choses qui vont s'adonner, qui créent des gros programmes, puis qui ne nous disent pas comment ils vont les payer. Ça, pour certains libéraux, surtout les libéraux bleus, comme on les appelait dans le temps, c'est vraiment une grosse inquiétude. Oui. Alors, on va suivre ça jeudi prochain. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je dois arrêter là-dessus. Mais on vous retrouvera, évidemment, au cours des prochains jours pour en discuter la semaine prochaine, idéalement. Joël Denis, Althia et Catherine, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine l'essentiel des faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.